Bonjour, moi c'est Clara. J'ai toujours vécu à Aix-Riviera. J'y ai mes habitudes, mes souvenirs et mes endroits préférés. Et pourtant, il y a quelques mois, j'ai décidé de partir à la redécouverte de ce lieu qui accompagne mon quotidien. De prendre le temps de flâner, d'observer, de rencontrer ou même d'écouter. Et c'est fou tout ce que l'on rate quand on ne prend plus le temps de s'émerveiller. Bienvenue dans le Tour de chez moi, un podcast dans lequel je vous emmène pas à pas dans ma redécouverte de ce territoire que je croyais connaître, mais qui ne cesse de me surprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de calme, de sentir le printemps revenir et voir la nature s'éveiller. La saison commence doucement à changer. L'air est encore frais, la lumière un peu plus douce, et quelque chose dans le paysage annonce déjà les beaux jours. Alors suivez-moi pour une promenade qui vous fera découvrir une autre facette de notre territoire. Je retrouve Josie à Châtillon. Nous sommes au bord du lac. Le paysage s'étire doucement entre la montagne et la plage. Josie est guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. Elle connaît ce territoire par cœur et aujourd'hui, elle m'invite à le découvrir avec elle. Nous commençons la balade au bord de l'eau. La lumière s'y reflète et le calme du lieu invite à la contemplation. On est au bord du lac du Bourget. C'est un lieu que je connais pas vraiment. On est à Châtillon. Est-ce que vous pouvez me renseigner un peu sur ce village ? Eh bien, Châtillon se trouve au nord du lac du Bourget, fait partie des 13 hameaux de la commune de Chindrieux, Chindrieux étant Chautagne. Et si vous deviez décrire la Chautagne à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout, qu'est-ce que vous lui diriez ? Eh bien que c'est d'abord le plus petit territoire, la plus petite entité de Savoie, que c'est une zone de passage qui se trouve au nord du lac du Bourget et dont le confin supérieur arrive vers le Fier, et on est entouré par les derniers monts jurassiens, c'est-à-dire la colline de la Chambotte que vous voyez devant nous. Derrière nous, il y a la Charve et puis le mont du Chat et puis un petit peu le Rhône. C'est vrai que c'est magnifique. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce territoire si particulier ? Ce sont les paysages assez romantiques, un petit peu mystérieux aussi. La Chautagne a un caractère tout à fait particulier puisqu'il y a une grosse zone de marais et puis aussi un terroir viticole important. On va faire une petite promenade. Je vais essayer de vous emmener, de vous faire un petit peu rêver, c'est-à-dire que vous êtes en 1858, vous arrivez par un train à vapeur à la gare de Châtillon, qui était notre première gare depuis la France, puisqu'il faut savoir qu'avant 1860, la Savoie n'était pas rattachée encore à la France. Et on est très fiers de notre petite gare. Et elle a servi beaucoup pour le transport du bois, le transport du vin, le transport des pierres, etc. Et elle a donné une ouverture à tous ces gens de la Chautagne qui vivaient un petit peu en vase clos. Puis après, au fur et à mesure des années, bien sûr, notre petite gare va changer. Ça sera plus la gare de Châtillon, ça sera la gare de Chindrieux. Et puis, au fur et à mesure que vous allez avancer, on va voir le petit patrimoine local, un four. Alors, sa particularité, c'est pas un four communal, c'est un four qui appartient à quelques habitants du village, qui de temps en temps le rallument. Et puis ensuite, eh bien, voyez, vous allez pouvoir voir cette très belle maison forte, qui est du XVe siècle, qui a appartenu à la famille de Seyssel, qui était propriétaire du château de Châtillon, que vous avez juste sur la tête. Regardez, le vent est en train de passer un petit peu et derrière le peuplier, vous apercevez la tour octogonale qui a une base romaine. C'est d'ailleurs la première tour de ce château qui a été occupé à la période romaine. Alors là, on voit le château justement. Est-ce que c'est un château qui se visite ? Est-ce qu'il y a des choses à raconter sur ce château ? Il y a des belles choses à raconter sur ce château. Il n'est pas très compliqué dans l'histoire parce qu'il y a peu de familles qui l'ont occupé. Il y en a, disons, 4 familles importantes. Il ne se visite pas depuis 2010, mais ça n'empêche pas qu'on peut parler des familles qui l'ont occupé, de sa position stratégique au nord du lac du Bourget, puisque ça a été un lieu où vraiment, déjà la maison de Savoie avait positionné la famille de Montluel au XIIIe siècle, qui pouvait regarder le lac, savoir ce qui se passait un petit peu sur le lac.
Quand vous faites visiter Châtillon ou les alentours, qu'est-ce qui surprend le plus les gens ? C'est cette ouverture sur le lac. Vous arrivez ici, c'est exceptionnel. Vous avez le lac dans toute sa longueur. Vous voyez la chaîne de Beldon au fond, ce lac qui fait 18 km. Vous avez cette baie de Châtillon qui est importante. C'est ce qui, là, les gens arrivent, disent « Ah oui, c'est ça !» Vous n'avez pas du tout la même vue quand vous êtes plus au bord, soit à Aix, soit au Bourget-du-Lac. Bourget-du-Lac, on peut avoir des belles vues, mais celle-ci est tout à fait particulière. Les personnes qui viennent là, ici, c'est pour le calme, la nature, les paysages, les belles randonnées, parce qu'en Chautagne, on a des jolies randonnées. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous anime et vous rend le plus fier de faire ce métier ? Parce que vous avez l'air d'être une guide passionnée. Alors déjà, pour moi, c'est pas un métier, Clara. C'est une passion. C'est pas pareil. Donc, ce qui m'anime, c'est de faire découvrir aux personnes qui viennent ici, sur ce tout petit territoire autour du lac du Bourget, qui est peu connu, parce que touristiquement, c'est pas le développement comme il pourrait y avoir sur d'autres villes autour du lac, mais c'est la simplicité des gens d'ici, la gentillesse, l'accueil, puis vraiment la beauté du paysage. Il faut pas oublier que Lamartine est venue ici, et il est venu ici, et tout son romantisme, on le ressent là au bord du lac. Il y a le poème Le Lac d'ailleurs. Alors, Lamartine est venu ici au château en août 1819. Il est venu rendre visite à Hyacinthe Rambert de Châtillon, qui se trouvait ici, avec 2 amis d'ailleurs. Il est venu rendre visite. Il est resté 2-3 jours et il a trouvé que ces lieux étaient extrêmement romantiques. D'ailleurs, il va écrire Le Lac, qui est dans le poème La Retraite, qui va paraître en 1820. Et il a parlé vraiment de ce territoire avec énormément de romantisme. Et moi, je ressens ce romantisme quand je suis ici. Quand je suis au bord du lac, quand je suis assise, que je regarde le lac, je comprends qu'il a aimé ici. Alors je vais prendre le temps de m'asseoir et de regarder ce lac pour méditer. Asseyez-vous, regardez le lac, méditez. Vous pouvez avoir des surprises, il peut être très gris, il peut être très bleu. Dans quelques temps, il va devenir vert émeraude, on se croirait presque aux Caraïbes. Il bouge beaucoup, et vous le voyez très calme, il y a quelques petites vaguettes, mais bon, il peut devenir très très turbulent. Mais c'est ce qui fait sa beauté. C'est ce qui fait sa beauté et puis surtout son côté sauvage, regardez. Là, il y a que ça arrive est, qui est occupé par quelques maisons et la voie ferrée, mais de l'autre côté, en dehors de la baie d'Hautecombe, c'est la zone sauvage. C'est ce qui fait sa beauté. Les gens viennent ici, sont surpris parce que il reste très pittoresque et très romantique. Vous pouvez vous asseoir pendant des heures au bord de la plage là-bas et votre esprit va partir très loin. Voilà, et l'imaginaire travaille beaucoup ici à Châtillon. Vous savez, Clara, je pense que vous n'allez pas trouver un endroit aussi beau que celui-là. C'est pas possible. Vous avez tout ici. La beauté du paysage, un lac superbe et puis un romantisme extraordinaire. Et si je veux en savoir plus sur la faune et la flore, est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller ? Ah oui, tout à fait. Élise Monchin, qui est vraiment une spécialiste de la faune et la flore. Là, vous allez avoir un très bon commentaire. Merci beaucoup. J'étais déjà venue ici, mais je me rends compte que ce lieu se découvre vraiment en écoutant ceux qui le connaissent et le racontent. J'ai suivi les conseils de Josie et j'ai profité de ce moment pour me poser au calme sur la plage avant de repartir. Quelques jours plus tard, je retrouve Élise Monchin. Elle est naturaliste chez Coop Faune. Son métier, c'est d'observer, comprendre et aider la nature à retrouver sa place, parfois là où on ne l'attend plus. Avec elle, je découvre un autre regard sur le territoire. Bonjour Élise. Bonjour. Alors vous êtes naturaliste chez Coop Faune. Oui. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors Coop Faune, donc je suis indépendante et Coop Faune, ça veut dire cohabitation avec la biodiversité en général, pas que la faune, mais faune ça sonnait bien. Et donc il y a 3 volets dans Coop Faune. Il y a un volet plus animation, j'interviens auprès du grand public, que ce soit petit, grand, adulte, entreprise, voilà. J'ai un côté aussi expertise et conseil, donc je fais de la facilitation pour transformer des lieux en lieux plus vivants. Je fais aussi de l'expertise, donc des inventaires de biodiversité, des diagnostics écologiques, ce genre de choses, pour justement mieux intégrer la biodiversité dans des projets. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler au contact de la biodiversité ?
Et depuis toute petite, ma mère m'a passé plusieurs virus de la cuisine et virus de la nature surtout. Tous les dimanches matins, on allait en forêt. La nature, ça a toujours été très important pour elle. Du coup, ça m'a donné envie de travailler dans la nature. J'ai toujours aimé les animaux. Quand j'étais au collège, je voulais plutôt faire éco-conseillère, des choses qui sont plus en lien avec l'écologie pure. Et au final, je me suis rendu compte que mon premier amour, c'était quand même le vivant. Et donc, je me suis plus rapprochée de ça. Là, on est devant l'école de Saint-Ours et vous vouliez me montrer ce que vous aviez fait avec les élèves, c'est ça ? C'est ça. Alors, pas que les élèves, c'est les habitants autour, les instits. Et là, le but, c'était de ramener le vivant un peu dans ces écoles. C'est pas que de débétonner, hein. Par exemple, on peut voir ici, on a construit donc avec les habitants, parents et même les enfants et les instits, une classe dehors, avec une bibliothèque d'extérieur pour qu'ils puissent faire classe dehors sous les arbres qui étaient déjà dans l'école. Donc là, ce qu'on voit, c'est des bancs en bois avec des tables. C'est ça, c'est des troncs d'un bois qui était juste à côté avec accord donc du gestionnaire forestier. Là, on peut voir, c'est le truc le plus phare de l'école, c'est ce petit train en rondin de bois. Et souvent, ce qu'on entend après pour les cours d'école, c'est que les enfants sont beaucoup plus calmes en classe. Ils ont pu vraiment se défouler ou faire leur créativité ou voilà, faire du partage aussi, ce que dans les cours d'école très bétonnés n'est pas forcément possible. On m'a raconté que vous aviez d'autres projets aussi, et notamment un projet sur les chauves-souris. J'ai déjà fait pas mal de choses à Saint-Ours, donc je suis dans les ABC des Bauges. Donc les ABC, c'est de faire de l'inventaire participatif. Donc c'est inciter en fait les personnes dans les communes, donc les habitants, à faire des inventaires de biodiversité pour engranger toutes ces données et faire que derrière on puisse soit protéger ces espèces, soit voir voilà pourquoi il y a des diminutions, des augmentations et par rapport à des constructions qui peuvent se faire, etc. Et donc oui, je les ai emmenés un soir compter les chauves-souris, voir les espèces qu'il y avait. Et donc on est allé écouter avec un petit appareil. On avait donc deux espèces, une espèce de noctule et une espèce de pipistrelle qui sont assez urbaines. Mais on a retrouvé aussi une espèce donc qu'on voit moins souvent, plus forestière, qui est l'oreillard roux. Avec ses grandes oreilles, justement, c'est un peu la particularité des oreillards, justement. Donc c'était très chouette de pouvoir l'observer. Est-ce qu'il y a dans notre région des animaux qu'on retrouve peu ailleurs ? Je pense notamment au lynx, par exemple, qui est une espèce un peu mystique qu'on appelle le fantôme de nos forêts. Et c'est vrai que c'est le grand félin que je préfère, qui est très très discret. Quand on va se promener en forêt en montagne, il est forcément là, il nous observe. Pas du tout dangereux, très curieux, mais très craintif aussi. Et qui représente bien à la fois cette fragilité et cette force de la nature. Pour moi, il représente beaucoup de choses, le lynx. On pense aussi au tétras, par exemple, dans nos montagnes. C'est un gros coq noir de montagne qui a une queue en roue derrière quand il la déploie, pour le mâle. Et c'est vrai qu'en plus, on a un mixte entre les espèces de lac, les espèces d'eau qui sont autour du lac, les espèces de montagne, les espèces urbaines en ville. Et c'est vrai que rien qu'à Aix-les-Bains, en fait, on retrouve tout ça. On retrouve par exemple le milan royal qui est plutôt montagnard et en même temps des goélands qui sont plus au bord de l'eau et des espèces de ville. Voilà, il y a un petit mix comme ça à Aix-les-Bains qui est sympa à voir au niveau de la biodiversité. Et au niveau de la flore ? Et au niveau de la flore, ça, il y a plein de choses à voir. J'aime énormément parler du plantain lancéolé, qui est une plante magique contre tout ce qui est piqûre, que ce soit piqûre d'insectes, piqûre d'orties, etc. Juste à frotter avec la feuille sur la piqûre, qui apaise tout de suite. Et puis ça se mange, et il y a plein de plantes qui sont dans la nature, qui se mangent ou qui apportent des bienfaits. Et ça, j'aime bien en parler aussi. Et nous, on a une région assez particulière parce qu'il y a même des côtés un peu méditerranéens. Oui, on se dit c'est totalement des endroits opposés et au final, on retrouve des plantations qui sont à la fois en montagne et à la fois en Méditerranée. Et puis, on a aussi un microclimat autour du lac d'Aix-les-Bains avec les montagnes. Donc forcément, on retrouve par exemple des oliviers, on retrouve des palmiers et on a les neiges quand même en hiver. C'est ça qui est très chouette aussi dans notre région. Est-ce que vous avez en souvenir un animal que vous avez vu et qui vous a particulièrement ému ? C'était à l'observatoire des aigrettes, un animal qui est présent mais qui est tellement discret en fait qu'on ne sait pas qu'il existe ou qu'il est là.
C'est le buteur étoilé, qui est une espèce de héron très camouflage qui se camoufle bien dans les roseaux. Et je venais à peine de rentrer dans l'observatoire que en fait je suis tombée dessus derrière la vitre. Et j'ai eu la chance parce qu'il est resté un quart d'heure, malgré qu'ils doivent bien sentir ou voir notre présence. Il a décidé de me laisser le photographier pendant 15 minutes avant d'aller se recacher dans les roseaux. Quand on sait que c'est très dur à regarder, j'étais très contente, ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans le fait de faire ce métier ? C'est de ramener à l'essentiel, de ramener à ce que nos anciens faisaient, d'utiliser telle plante à tel moment, d'expliquer en fait tout simplement à quoi sert la nature et qu'au final il n'y a même pas besoin d'expliquer les utilités de la nature parce que souvent ça s'est ramené à l'humain. C'est aussi tout simplement qu'ils étaient là autant que l'homme sur la planète et que la cohabitation a toujours été là et qu'au final on a tout aussi le droit d'avoir des activités mais pas en éliminant les espèces. Quand on vient visiter un endroit, que ça soit un autre pays, que ça soit une autre ville, etc., ou aller dans la nature, dans la montagne, c'est vrai que c'est bien de penser à tout ça et au final, quand on y pense, on a l'impression que c'est devoir se prendre la tête, mais en fait, pas du tout. Ça permet, par exemple, de voir qu'il y avait un autre chemin là qui contourne en fait le troupeau et il est plus joli parce qu'il y a une petite cascade, etc. C'est en fait de aussi faire de la cohabitation quand on fait du tourisme. Et c'est aussi prendre soin de soi, de la vie, du vivant. Alors il y a un coin que je conseillerais qui est très sympa, l'observatoire des aigrettes au bord du lac, où c'est là que j'ai vu justement le buteur étoilé. C'est vrai que c'est un endroit très chouette où on voit beaucoup d'espèces. Moi j'ai déjà vu du grand-duc aussi descendre de ces falaises pour venir se nourrir certainement par là. Et puis c'est aussi une zone où il y a beaucoup de roselières, donc il y a beaucoup d'espèces et c'est le sud du lac, donc on va voir pas mal d'espèces du lac. Eh ben merci, je vais aller y faire un tour du coup. Ma dernière halte se fera donc à l'Observatoire des aigrettes, qui se situe dans le parc Thomas II, au Bourget du Lac. Le cadre est magnifique. Je suis au Bourget du Lac, dans ce fameux parc où se trouve le château Thomas II, et c'est ici qu'Élise m'a conseillé de venir pour découvrir l'Observatoire aux aigrettes. En arrivant, on sent qu'on quitte le quotidien, on est vraiment dans un espace naturel. Et je suis en train de passer sous une arche végétalisée. On m'a dit qu'elle avait été créée pour symboliser le fait qu'on passe d'un endroit à un autre, à un monde où la nature a toute sa place, et elle symbolise surtout le fait qu'on doit changer de comportement. Ici, on doit apprendre à respecter, à ralentir, et savoir que ce lieu appartient essentiellement à la nature et aux animaux. Et là, juste devant moi, il y a l'observatoire aux aigrettes dans lequel je suis en train de rentrer. Je vois qu'il y a un homme qui prend des notes sur un carnet. J'ai l'impression qu'il travaille, on va aller lui demander. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous travaillez ici ? Oui, au Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. On est les gestionnaires du sud du lac du Bourget. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste ? Le travail du Conservatoire d'espaces naturels, c'est d'entretenir la végétation là où c'est nécessaire, par débroussaillage ou par pâturage ou par fauchage, par un agriculteur. L'entretien également du niveau d'eau de l'étang des aigrettes, la gestion de la fréquentation humaine en positif avec la valorisation pédagogique et l'accueil du public, et également en négatif en mettant les garde-fous nécessaires, les clôtures, les panneaux, les piquets. Tout ça, c'est suivi au niveau scientifique par des inventaires de faune et de flore pour vérifier que nos actions ont bien les effets qu'on espérait. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ? C'est clairement cette finalité de redonner ou de conserver un maximum de diversité et de beauté, parce que la beauté, ça va vraiment avec. C'est aussi la meilleure façon d'intéresser et de sensibiliser le public. Depuis que vous faites ce travail, est-ce qu'il y a eu des événements particulièrement marquants pour vous ? Chaque fois qu'on a pu découvrir ou redécouvrir une nouvelle espèce, c'était un gros sentiment de fierté et puis de soulagement de voir que la nature répondait présent à toute notre action de restauration des milieux.
Les faits les plus marquants qu'on a eus sur ce site-là, il y a eu la création de l'étang lui-même, qui a dû être fait par creusement puisque le lac a été régulé. Et puis la réintroduction de la cistude, cette tortue aquatique que l'homme avait éliminée, ça y est, le conservatoire a pu la réintroduire. Maintenant, on a une population bien installée, elle refait partie de notre faune locale. Au conservatoire, notre mascotte, c'est vraiment la cistude, et le jour du premier relâché en 2000, c'était vraiment très émouvant de les voir s'ébattre à nouveau dans l'étang des aigrettes. Est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui aimeraient l'observer ? Eh bien, soit avoir un peu de chance ici depuis l'observatoire des aigrettes, soit d'essayer de les capter en un jour de soleil en matinée, entre avril, mai, juin, surtout, à la base de loisirs des motets à Viviers-du-Lac. Et quelles espèces d'oiseaux je peux observer ici dans cet observatoire ? Alors aujourd'hui, c'est encore la saison de migration, donc il y a énormément de choses, notamment des canards de surface, sarcelles d'été, tadorne, canards pilets, canards souchets. Et puis très vite, on n'aura plus que les oiseaux nicheurs, canard colvert, martin pêcheur, grès bupé, foulque, etc. Alors là, je vois des oiseaux qui volent et qui ont des nids juste devant l'observatoire, dans les arbres. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Oui, on a la chance d'avoir une colonie nicheuse donc de grands cormorans qui est très très actif et qui anime beaucoup cet étang et qu'on voit ici entretenir ses nids. Et j'imagine qu'ici, comme son nom l'indique, on peut observer des aigrettes. Alors il y a l'aigrette garzette qui va pas tarder à arriver et qui niche elle aussi en colonie avec le héron cendré, le héron garde-bœuf et puis également on a d'autres espèces de hérons nicheuses. On dit que les zones humides, comme cet étang par exemple, sont essentielles et fragiles dans la région. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Les zones humides, c'est bien sûr des réservoirs d'eau et de biodiversité. Il y a énormément d'espèces qui ne vivent absolument pas ailleurs que dans ces zones humides. Donc les faire disparaître, c'est perdre toutes ces espèces-là. Et leur fragilité, en plus du réchauffement climatique, c'est le drainage, le remblaiement, certaines pratiques agricoles ou d'urbanisation, puisqu'on est souvent en fond de vallée dans des zones très très convoitées. À votre avis, comment concilier accès, protection, éducation dans ces lieux naturels ? Alors ici au sud du lac, on a des tellement gros enjeux et tellement de pression qu'on est obligé de faire un zonage avec des zones autorisées, alors des zones très privilégiées, ce sont 2 observatoires, mais du coup on a un super spectacle puisqu'il n'y a aucune fréquentation humaine dans le reste du site. Donc la clé malheureusement c'est un partage dans l'espace, c'est la même chose sur le lac, avec des zones interdites à la navigation. Que ressentez-vous personnellement, vous, lorsque vous marchez ici, dans ce site magnifique ? Eh bien, je suis déjà satisfait du travail du conservatoire en me disant qu'on est vraiment dans notre fonction d'offrir au public de tels cadres pour la contemplation et pour l'observation de faune et de flore. Et puis, du coup, moi-même, je ressens une paix et un apaisement très précieux dans ces périodes de stress. Quels sont les conseils de lieux à visiter quand on aime beaucoup la faune et la flore ici ? En matière de faune et flore de marais, le lac du Bourget, c'est vraiment un hotspot, comme on dit, avec le sud du lac du Bourget qui est vraiment bien équipé pour l'accueil du public. Donc je pense que venir là au printemps ou en été, tôt le matin, plus on sera courageux, plus on verra de choses. Et puis même si on voit pas grand-chose, la nature n'est pas un spectacle permanent, mais on a un paysage exceptionnel et des moments d'apaisement et vraiment inoubliables. Alors là, je vois un oiseau noir voler, c'est incroyable. Donc ça aussi, c'est un cormoran qui rase le lac comme ça. Voilà, il ressort avec ses algues dans le bec pour aller garnir son nid. Et en plumage nuptial, c'est-à-dire en saison de reproduction, les adultes sont vraiment splendides. Oh, c'est incroyable le nombre qui sont dans le même arbre. En fait, ils vivent ensemble. C'est vraiment une espèce coloniale, et d'être en groupe, c'est un facteur de sécurité et de défense contre les prédateurs. Ils passent vraiment tout près. Je pense qu'ils se doutent pas qu'on est là. Alors aujourd'hui, l'observatoire est bien intégré, il y a une bonne habituation de la faune, et si les gens se comportent correctement, on peut faire de belles observations. Et on voit qu'il reste encore quelques dizaines de canards hivernants qui ne vont pas se reproduire ici, mais qui vont pas tarder à remonter vers le nord-est de l'Europe. Et qui reviendront du coup l'année prochaine. Certainement, surtout si l'hiver est froid. Là, j'ai l'impression d'entendre aussi des grenouilles.
Et oui, dès qu'il y a un rayon de soleil, au mois de mars, la grenouille rieuse s'active déjà à chanter. On a beaucoup parlé des animaux et la flore dans tout ça. Alors on a une énorme richesse en flore aquatique, que ce soit les herbiers aquatiques avec les nénuphars, jusqu'aux prairies avec des orchidées et pas mal d'espèces protégées qu'on ne trouve que là en Savoie. Ah oui, il y a des choses qu'on ne trouve que ici en Savoie. Oui, on peut mentionner la violette élevée par exemple, qui est une grande violette des prairies inondables et qui fait partie de ces suivis scientifiques acharnés qu'on fait chaque année. Et ça, c'était quoi, un cormoran? Lui aussi, oui, mais là il a pris une branche. Alors, est-ce que c'est une branche d'arbre? Il va faire son nid? J'ai pas vu. Ouais, mais on va le voir. Hop, Ah, il va pas dans un nid. Alors, il fait peut-être en 2 étapes. C'est un spectacle, ça, à voir les cormorans qui rasent l'eau comme ça. Oui, on aimerait bien que tout le monde puisse profiter de quelques minutes de ce spectacle-là. Je pense que ça aurait un effet sur la société, de relativiser notre place et puis de peut-être d'être un peu plus sobre et partageur. J'ai beaucoup aimé ce moment d'échange avec André. Je termine ma balade et repars le cœur rempli de douceur. Notre territoire n'est pas un décor figé. Il est vivant, en veille l'hiver, en éveil au printemps. Je n'imaginais pas toutes ces espèces qui pouvaient vivre ici, cette ambiance paisible et la beauté du discret. J'ai mieux compris l'importance de ce lien intime entre l'humain et la nature et découvert des espèces que je ne soupçonnais pas. Quand on prend enfin le temps de regarder, on comprend mieux pourquoi il faut protéger. Vous venez d'écouter Le Tour de chez moi, le podcast d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Une série imaginée pour explorer notre territoire autrement, à travers les voix de celles et ceux qui l'habitent, les sons qui le font vibrer et les lieux qui révèlent l'essentiel. À chaque épisode, Clara vous invite à ralentir, ressentir, observer. Et peut-être à redécouvrir ce qui a du sens. Cet épisode a été réalisé par l'agence Le Marois et la musique composée par Charles Regnault. N'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt sur notre territoire.